Jensen Huang, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation ici à BFM Business. Je sais que votre temps est précieux, donc merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation et cette interview exclusive. Première question, on est ici à Paris. Est-ce que vous connaissez bien Paris? Est-ce que vous connaissez bien la France? Est-ce que vous appréciez notre pays? J'adore venir ici. La première soirée, nous sommes allés au bistrot, un bistrot qui a 108 ans d'histoire. Le poulet rôti a été incroyable. J'aime la gastronomie, les Français, j'aime tout ici, le vin, le fromage. Alors Jensen, la France a cette réputation d'avoir d'excellents ingénieurs dans tous les domaines et notamment en intelligence artificielle. Est-ce que vous avez remarqué ça? Un des pionniers de l'IA est français, Yann LeCun. Arthur Mensch, un chercheur de grand talent. Des équipes incroyables de chercheurs en IA ici en France. La France a une longue histoire en matière de sciences, de technologie, de mathématiques. C'est pour cela que l'informatique quantique est très avancée ici, et la recherche en IA également. La France dispose de ressources naturelles et intellectuelles énormes. Il faut les mettre à profit. Alors si on revient à l'origine d'NVIDIA, au départ, c'était des puces pour les jeux vidéo que vous fabriquiez. Après, vous vous êtes intéressé à l'automobile. Et puis, au bout d'un moment, vous vous êtes dit l'intelligence artificielle, il faut qu'on mise là-dessus. À quel moment avez-vous eu ce déclic? Alors exactement, c'était un mardi. C'était en 2010, 11, 12. J'ai entendu parler du deep learning, l'apprentissage profond. Certains chercheurs comme M. LeCun, Jeff Hansen, Andrew Hang et leurs équipes travaillaient sur le deep learning à l'époque. Et je me suis rendu compte que l'algorithme était très intéressant et que porter à échelle la puissance informatique et les données pouvait nous permettre d'aller chercher des capacités importantes. Et donc, à cette époque, nous nous sommes dit comment est-ce que l'IA peut changer la conception du logiciel et de l'informatique. Et pas à pas, nous nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire de modifier nos puces, créer des réseaux, créer de nouveaux logiciels et réinventer l'entreprise. Et ce faisant, nous avons réinventé l'ordinateur pour la première fois en 60 ans. C'est un phénomène important. Tous les secteurs sont bouleversés, touchés. Chaque couche de la pile informatique a été réinventée, transformée. Un nouveau secteur émerge. Alors aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que vous êtes le roi de l'IA. Expliquez-nous comment l'intelligence artificielle est en train de changer le monde qu'on vit. Durant la dernière révolution industrielle, la deuxième, nous avons automatisé l'approvisionnement d'électricité. Et voyez le résultat, cela a bouleversé le monde entier. Nous allons maintenant automatiser l'intelligence et sa production. Elle est utile pour toutes les activités, la santé, les services financiers, l'industrie, le génie civil, la technologie, l'éducation, bien sûr. Nous en avons tous besoin. Nous sommes capables maintenant d'automatiser la production de l'intelligence. Bien sûr, sur le plan historique, nous avons estimé que l'intelligence était l'apanage de l'être humain, mais il faut se souvenir que l'intelligence, c'est avant tout comprendre l'information, être capable de réfléchir à un problème inédit, le décomposer, et planifier et finalement l'élucider. Donc la perception, la raison et la planification composent le socle même de l'intelligence. Il n'y a aucune raison pour laquelle une machine en serait incapable. Et nous savons maintenant que la technologie en est capable. Les applications sont très intéressantes pour tous les secteurs. Alors vous êtes ici à Paris pour annoncer pas mal de choses, notamment l'ouverture de data centers en Europe et notamment en France avec ce partenariat avec Mistral.ai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le contenu de ce partenariat que vous avez annoncé hier? Mistral est une start-up française très prometteuse, très intéressante. Ils ont d'excellents chercheurs en IA. Ils ont compris qu'au-delà du service de l'IA, les clients français aimeraient disposer d'une suite de services complète.
Pas besoin ainsi d'acheter une IA, un ordinateur, un logiciel et l'intégrer de son côté. Mistral a les compétences. Mistral a un bon partenariat avec NVIDIA et donc pourquoi pas proposer un service cloud complet. C'était l'idée, une idée excellente d'ailleurs. Mistral peut être un fleuron européen de l'IA, c'est leur espoir et ils en sont capables. Et est-ce qu'on est aussi fort que d'autres pays comme par exemple les USA ou la Grande-Bretagne? Eh bien, dans de nombreux domaines, la France est très avancée. Vous comprenez la culture de la tech et des affaires européennes, la sociologie européenne, bien sûr. Et les entreprises européennes aimeraient travailler main dans la main avec les entreprises américaines. Donc, il y a des avantages importants. Jensen Huang, vous avez beaucoup parlé d'informatique quantique. C'est intéressant parce que c'est une nouvelle technologie. En quoi, à votre avis, l'informatique quantique va complètement bouleverser la technologie? L'informatique quantique est un des sujets scientifiques les plus épineux. Mais il y a eu de récentes avancées en matière d'informatique enrichie de GPU quantique. Donc l'alliance de l'informatique classique et de l'informatique quantique. NVIDIA est utilisé pour le contrôle, le pré-traitement et la correction d'erreurs. C'est une interface très prometteuse. Entre les deux, l'informatique quantique et NVIDIA, nous pourront être capables de développer l'informatique quantique et ses applications sur le temps long. Je suis très enthousiasmé. Nous avons de bons partenariats en Europe, ici même en France, avec Pascal. Alice and Bob. Oui, tout à fait. Ce sont de très bons partenariats. Donc, il y a beaucoup de chercheurs en informatique quantique ici. Donc, entre l'informatique quantique et NVIDIA, c'est un mariage parfait. Et c'est vrai que le quantique, c'est une technologie qui est très récente, qui n'est pas encore véritablement mature. Mais est-ce que vous pensez que demain, dans notre smartphone, on pourrait avoir des processeurs quantiques? C'est une technologie qui a déjà 30 ans. Le premier qubit physique date d'il y a 30 ans, je crois. Il a fallu 30 ans pour avoir maintenant un qubit logique, plus résilient, plus robuste, corrigé d'erreurs. Il a fallu 30 ans pour passer de l'un à l'autre. Maintenant, le nombre de qubits logiques va se développer par le fait de la loi de Moore, et il y aura donc une croissance importante. Il faut utiliser les bons outils pour les bonnes finalités. L'informatique quantique va nous aider à résoudre de nombreux problèmes, mais pas tous les problèmes. On ne va pas réinventer la roue. Donc, de nouvelles technologies doivent s'attaquer à de nouveaux problèmes. Puisqu'on est dans le futur, restons-y. Comment imaginez-vous, Jensen Huang, NVIDIA dans 5 à 10 ans, par exemple? Eh bien, l'IA est arrivée à une intersection intéressante. Il y a eu deux vagues. La première était la suivante. L'IA a pu reconnaître les images et le son. Ensuite, la deuxième vague, l'IA a su générer des images, du texte, des vidéos. Maintenant, nous avons l'IA dite agentique. Elle sait apprendre, réfléchir, décomposer un problème, utiliser des outils, votre ordinateur même, pour résoudre des problèmes. Donc l'IA agentique va être très utile pour toutes les entreprises du monde. Très simplement, nous avons des compagnons numériques. J'en ai moi-même chez NVIDIA pour tous les ingénieurs logiciels et équipements. Ils doivent avoir des compagnons numériques pour être plus efficaces et rapides au travail, pour s'attaquer à des tâches plus difficiles. La prochaine vague maintenant, l'IA va comprendre le monde physique. C'est l'âge des robots. La prochaine génération d'IA va être très porteuse de transformation. Jensen, lorsque vous êtes sur scène, on vous voit souvent avec des robots de tailles différentes, avec des actions différentes. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. À votre avis, est-ce que demain, on aura tous des robots à la maison qui nous accompagneront? Oui, nous devrions tous avoir notre propre R2D2 qui nous suit, si on le souhaite, chez nous. Et je pense que les robots seront dans les foyers du monde entier d'ici la fin de la décennie, dans les usines aussi. C'est la décennie des robots.
Janssen, un mot sur le contexte aussi géopolitique qui est assez compliqué. Je sais qu'en Chine, vous ne pouvez pas vendre tous vos processeurs du fait du ban américain. Comment considérez-vous en fait cet obstacle ? La Chine est un marché très important. Ça se chiffre en dizaines de milliards par année, entre 30 et 50 milliards de chiffre d'affaires. C'est le deuxième marché du monde pour l'informatique. Et nous avons donc l'interdiction de vendre nos puces en Chine. Notre entreprise a perdu environ 30 milliards de chiffre d'affaires à cause de cela. Et plus important encore, le marché chinois produit 50% des chercheurs en IA. Nous voulons que le monde s'appuie sur la technologie américaine. Les États-Unis veulent imposer les technologies américaines. Je le souhaite, je veux que l'Amérique gagne. Mais en matière d'IA et d'informatique, c'est celui qui a la pile informatique la plus haute et le plus grand nombre d'ingénieurs qui gagne. Et c'est dommage de se couper de 50% de chercheurs en IA du monde. C'est vraiment dommage et j'espère que cela changera. Parallèlement à cela, le marché chinois a été retiré de nos prévisions financières. J'ai dit à nos investisseurs et au marché, ne comptez pas sur le marché chinois pour contribuer à notre chiffre d'affaires. Huawei est très impressionnant, effectivement. Et je le rappelle, l'IA est très importante. Il faut que la pile informatique américaine soit la base, mais ce n'est pas tout. La 6G va être basée sur l'IA. Et si nous ne diffusons pas la technologie américaine, la 6G sera fondée sur autre chose. Et donc, il faut y réfléchir à cela. Janssen, on parle beaucoup de la consommation énergétique de l'intelligence artificielle. Pour certains, c'est un vrai problème. Comment vous appréhendez ce sujet-là? Et est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle, le processing de l'intelligence artificielle est très énergivore? Il faut réfléchir à l'IA de deux manières. L'objectif n'est pas d'entraîner une IA. Cela est très consommateur d'énergie, effectivement. L'objectif est d'utiliser l'IA. Et là, on a de l'efficacité. Tout est optimisé par l'IA. Reconnaissance vocale, très efficace sur le plan énergétique. La prévision météo, les ultrasons, la reconstruction CT, très efficace, encore une fois. L'efficacité énergétique de l'IA est excellente. L'objectif n'est pas d'entraîner l'IA, mais de l'appliquer. Donc la première idée, c'est de penser sur le temps long de manière longitudinale, sur tout le cycle de vie de l'IA. Deuxièmement, c'est une nouvelle industrie, un nouveau secteur pour produire de l'IA, il faut de l'énergie. Si vous voulez construire des chaises, des usines, il vous faut du ciment, de l'acier, du bois, de l'énergie. Et donc la question est la suivante. Si un pays souhaite faire partie de la révolution de l'IA et faire partie de cette vague en croissance, eh bien, il faut déployer une dose d'énergie. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'IA ainsi produite va nous aider à économiser de l'énergie dans les sciences dures, dans la production de ciment, en nous aidant à découvrir de nouvelles capacités de stockage du CO2. Cela va rendre les routes plus sobres en énergie, nos téléphones aussi. Et c'est vrai que la particularité de la France, c'est qu'en plus, avec le nucléaire, on a une énergie verte. La France a été un pays visionnaire en reconnaissant l'énergie nucléaire comme source d'énergie à bas carbone. Elle a investi dans la construction de capacités nucléaires et voyez cette source d'énergie importante. Thank you very much, Janssen Huang. Merci à vous. Vous avez tant de ressources naturelles, de capital intellectuel, des ressources énergétiques. J'espère que vous mettrez à profit l'IA. Thank you very much. Thank you.